Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Jacques-Antoine Malaveritz, médecin psychiatre et l'auteur du livre La folie dans tous ses états aux éditions Humaine Science. Au fil des époques, le regard sur la normalité n'a eu de cesse d'évoluer. Ainsi, l'homosexualité, autrefois considérée comme une perversion, est aujourd'hui reconnue comme étant une attirance sexuelle tout à fait normale. Tout comme la perversion, la folie est également considérée comme ce qui est de nature anormale. La différence étant qu'elle ne semble pas être une inclination consciente, mais plutôt un état subi, et dont les interprétations sur les causes ont également évolué dans le temps. Hier, la folie était la marque du diable, aujourd'hui, elle est l'expression de troubles psychiques. Alors comment le regard sur la folie et la normalité a-t-il évolué ? Comment les différentes époques qui nous ont précédés ont traité les maladies mentales et les troubles psychiques ? Comment notre société actuelle les traite-t-elle ? Afin de mieux comprendre les dessous de la folie, nous recevons aujourd'hui le médecin psychiatre Jacques-Antoine Malaveritz, également consultant en entreprise et psychothérapeute, et l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychothérapie. Son dernier livre qui nous réunit aujourd'hui, La folie dans tous ses états, est paru aux éditions Humaine Science. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Jacques-Antoine Malaveritz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous écrivez que le psychiatre est un médecin alors que le psychothérapeute ne l'est pas nécessairement. Mais peuvent-ils, l'un comme l'autre, se prévaloir d'une activité scientifique ? Ce à quoi vous répondez, j'en doute, pour plusieurs raisons. Alors, qu'est-ce qui différencie les psychiatres des psychothérapeutes et pourquoi estimez-vous qu'aucun des deux n'est scientifique ? Alors, le psychiatre est un médecin qui a fait 4 ans de spécialité pour recevoir ce titre, alors que le psychothérapeute peut ne pas être médecin. Il y a encore 20 ou 30 ans, les termes psychanalyste et psychothérapeute étaient confondus. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de psychothérapeutes qui donc ne sont pas nécessairement médecins et qui ne sont pas nécessairement psychanalystes. Donc c'est une convention sociale qui a à voir avec leur statut respectif. Ceci dit, pour répondre à votre question, ils se confrontent au même problème, c'est-à-dire, alors après il y a beaucoup de termes qui peuvent être utilisés, la folie, la maladie mentale, etc., etc. Mais dans la grande majorité des cas, ils ne font que décrire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on se confronte à la complexité du cerveau et de l'être humain, on ne peut pas dire qu'on explique la maladie mentale. On la décrit, ou on décrit des comportements qui, effectivement, comme vous l'avez dit, sont considérés comme étant anormaux, et on soigne, je pense qu'on va y revenir, essentiellement, ce sera plutôt la tendance du psychiatre par des médicaments, ou par la parole, de façon générale, ça sera plutôt la tendance du psychothérapeute. C'est également ce qui les différencie, c'est-à-dire ils n'ont pas la même approche de la description et donc de la prise en charge du soin. Alors, pourquoi estimez-vous aujourd'hui qu'aucun des deux n'est scientifique, y compris le médecin psychiatre qui lui a fait des études de médecine ? Oui, alors, d'abord, il y a un problème, c'est que quand on est radiologue ou ophtalmo, etc., on a des appareillages, des instruments qui permettent d'objectiver une souffrance, de dire, voilà, c'est à cause de telle ou telle chose. Bon, par exemple, un microbe, une bactérie, un virus, comme on le vit très immédiatement en ce moment, là, on a la cause. Bon. Pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la maladie mentale, encore une fois, on ne peut que décrire, on peut tenter de comprendre, mais là, je vais introduire une différence importante, en tout cas, dans l'histoire des sciences. Comprendre n'est pas expliquer. Expliquer relève d'une démarche scientifique, c'est-à-dire correspond au fait de déterminer une cause qui donne un effet. La compréhension, donc, dans laquelle on est obligé de rester en psy, n'est avant tout qu'une description ou une interprétation, et il y a de très nombreuses interprétations. Donc,
on est dans la subjectivité et on est souvent dans des querelles d'interprétation. C'est-à-dire les psys, en général, si je les prends dans leur totalité, ne sont pas tous d'accord entre eux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, pour comprendre notre rapport à la folie, vous affirmez qu'on ne peut éviter une approche historique de l'évolution de cet étrange objet d'étude qu'est la folie. Et le tournant révolutionnaire doit être pris en compte et étudié dans ses spécificités. Pour vous, le siècle des Lumières marque un avant et un après. En quoi une approche historique nous permet-elle de mieux comprendre la folie ? Alors de nouveau, effectivement, vous utilisez le terme comprendre. Vous pouvez pas faire autrement, mais ça n'est pas expliqué. Bon, donc avant la Révolution, donc avant schématiquement la fin du XVIIIe, c'était plutôt une affaire, disons, de diable ou de Dieu. On pouvait utiliser des termes qui sont encore utilisés, comme on parlait de la folie ou du folle, ou de l'insensé, ou de l'aliéné, c'est-à-dire celui qui ne s'appartient plus à lui-même. Donc c'était essentiellement une compréhension qui relevait, disons, de l'esprit. Avec la Révolution, 10 siècles des Lumières, tout le XVIIIe siècle se donne le droit de comprendre la nature et d'intervenir dans la nature. Très schématiquement, avant, on n'y touchait pas à la nature, c'était le domaine du divin. Et puis la nature devient quelque chose d'autonome par rapport à Dieu, et donc on peut, entre guillemets, s'en occuper. Les révolutionnaires, évidemment dans leur grande générosité, dont on connaît les principes de la Révolution, se sont dit 2 ou 3 choses. D'abord, il y a des tas de gens qui sont dans ce qu'on appelait des maisons de force, c'est-à-dire des établissements où tout était mêlé. C'est-à-dire tout ce qu'on appellerait maintenant des délinquants étaient ensemble. Bon. Première chose, les révolutionnaires se disent, mais qui est fou ? Où sont les fous là-dedans ? Première chose. Deuxième chose, ils se disent, ou on le dit a posteriori, ils disent, mais on va en guérir certains. On peut les guérir. Donc on était assez optimistes. Guérir, c'est se mettre dans une logique médicale. Donc, ils se sont dit, on va les guérir, mais comment faire pour savoir ceux qu'on peut guérir et ceux qu'on ne peut pas guérir ? Troisième point de vue, troisième nouveauté, on va créer des institutions propres à contenir, soigner les fous. Donc, il faut les dénombrer. Donc, avec le début du 19e siècle, on commence à classifier ce qu'on appelle, dès lors, puisque ça tombe dans le domaine médical, on commence essentiellement à classifier les malades mentaux, encore une fois, pour les dénombrer. On a besoin de combien de lits dans tel ou tel département, premièrement. Deuxièmement, pour savoir ceux qu'on va pouvoir guérir, donc il faut les classer entre guérissables ou pas. Et surtout, on a besoin d'avoir une approche scientifique, c'est-à-dire médicale, à ceci près que la psychiatrie ou que la psychothérapie ont un statut un peu particulier dans la médecine. C'est-à-dire, c'est pas aussi scientifique, comme on vient de dire, que d'autres spécialités médicales. Alors justement, vous critiquez la classification des maladies mentales en argumentant que la matière observée, c'est-à-dire en l'occurrence la folie, est par nature rétive à tout accommodement. Ainsi, dans ce domaine, les classifications ne sont pas neutres et objectives, elles ne sont pas scientifiques. Alors, quel est donc l'intérêt des classements aujourd'hui ? Alors, c'est ce que je viens de dire. Les classements, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis le début du 19e, oui. C'est de, dénombrer, c'est d'avoir une appréhension autant que possible sérieuse, donc je n'utilise pas le terme scientifique, de ce qu'on a appelé la maladie mentale. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ce qui se passe, et la première démarche pour comprendre, c'est toujours de classifier. On fait des cases, on dit, bon, voilà, telle ou telle personne est dans telle ou telle case. Simplement, effectivement, les classifications sont toujours faites par des gens qui ont des croyances, des prérequis dans leur tête, ce qui est parfaitement normal. On ne peut pas ne pas avoir de croyances. Et en cela, les classifications sont changeantes, mouvantes. Elles ont beaucoup évolué et elles continuent
a évolué. Je pense qu'on va en venir à l'actualité. Mais donc, on a toujours, en tout cas depuis le début du 19e, eu besoin de classifier, mais on ne l'a pas fait selon les mêmes critères. On ne l'a pas fait selon les mêmes critères parce que, par définition, ce qu'on appelle la maladie mentale est également ce qui touche à la normalité. Plus on dit ça, c'est pas normal, plus on dit ça, c'est normal. Et donc, c'est ce qui fait que c'est, toujours très délicat de parler de la normalité, l'absence de normalité, puisqu'en même temps, on parle de la normalité. Donc, ça nous touche tous. C'est-à-dire, même si on ne relève pas de la psychiatrie, on est concerné parce qu'a priori, si on n'y est pas dans la psychiatrie, on est normal. Mais on va voir que c'est de moins en moins facile d'être normal. Alors, qu'est-ce que c'est que la normalité aujourd'hui? Alors, dans ma pratique, je vois pas mal évidemment de patients. Un certain nombre disent, mais docteur, je ne suis pas fou. Donc, encore une fois, ils revendiquent, ce qui est parfaitement légitime, le fait d'être normal. Moi, je lui dis, écoutez, ce que je sais, c'est que je suis médecin. Donc, peut-être vous n'êtes pas fou, mais je suis médecin. Donc, il y a quand même quelque chose à discuter, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui peut être analysé soit dans le champ social. J'étais frappé il y a, je crois, une semaine ou deux, un type a entartré la Joconde. Il a acheté une tarte sur la vitre qui protège, mais il a tout de suite été emmené à l'infirmerie psychiatrique. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire, effectivement, on est fou quand on s'attaque à la Joconde, par exemple. Donc, ce qui est anormal et ce qui est normal correspond à la fois à une vision sociologique, culturelle, on a un lieu donné, à un moment donné, et ça a à voir aussi avec l'individu dans ses comportements, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il fait. Donc c'est très difficile de définir la maladie mentale, ou alors on peut le faire de façon assez restrictive. Là aussi, je pense qu'on va y revenir. Je voudrais tout de suite dire, évidemment que je crois que la maladie mentale existe, mais dans notre société, ce qui est surtout pris en charge, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie des problèmes existentiels. C'est-à-dire qu'ils ne relèvent pas, stricto sensu, de la psychiatrie, c'est-à-dire de la maladie mentale. Et ça, c'est quand même un gros problème. Alors, quelle est la différence entre la maladie mentale et les problèmes existentiels ? Alors, comment les discerner ? Je vais faire un peu une pirouette. La maladie mentale, la folie, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui relève du psychiatre. C'est-à-dire, effectivement, d'une prise en charge au long cours, longue, difficile. Difficile, pourquoi ? Parce que c'est plurifactoriel, probablement ce qu'on appelle la folie. Et donc, il y en a relativement peu. Par contre, ce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de souffrance psychique parce que nous sommes dans une société très maltraitante, de beaucoup de points de vue. En plus, nous sommes dans une société très individualiste. Donc chacun maintenant, ce qui est un paradoxe total, n'est pas obligé, peut se définir par sa souffrance, par sa victimisation, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien, et effectivement ils ne sont pas bien, mais en fait leur souffrance vient essentiellement de nos modes de vie. Donc la différence est difficile entre les deux, sauf entre les vrais et non pas les faux, mais en tout cas ceux qui relèvent plutôt des conséquences de nos modes de vie. Le problème, c'est que les malades mentaux ne sont pas intéressants pour la société. On voit régulièrement des manifestations de personnel de la santé mentale qui protestent contre le manque de lits, le manque de moyens, le manque de personnel. Donc parmi toutes les souffrances dans notre société, la maladie mentale est la plus mal lotie. Pourquoi ? Parce que ça reste, j'entends la maladie mentale, quelque chose de honteux. Ça coûte cher à prendre en charge. Il faut du personnel, il faut des lieux. Et ce personnel et ces lieux baissent régulièrement. Il faut des psychiatres, donc des médecins spécialisés. Et il y en a de moins en moins. Parce que, de façon très pragmatique, c'est pas intéressant financièrement d'être psychiatre dans notre société. Donc, en fait, il y a les vrais que je suis incapable de définir une limite ou une définition absolue de ce qu'est la maladie mentale, mais elle existe. Et il y a ceux qui, beaucoup plus nombreux, souffrent existentiellement à cause
des conditions de vie. Alors, comment discerner effectivement un malade qui souffrirait de ces conditions de vie, d'un malade effectivement qui, lui, a une vraie pathologie mentale et qui aurait besoin, pour le coup, d'une prise en charge psychiatrique ? Cette prise en charge, encore une fois, est de moins en moins présente. On considère habituellement que 70% des sans-abri relèveraient normalement de la psychiatrie. Dans les prisons, à peu près 85% des personnes sont sous psychotropes, c'est-à-dire sous médicaments qui relèvent de la psy. Donc ça montre bien que dans notre société, les malades mentaux, les fous, et encore une fois, ceux qui relèveraient de la psychiatrie, sont rejetés dans les marges de la société, c'est-à-dire sur les trottoirs et dans les prisons. Donc ils ne sont pas pris en charge. Par contre, ils sont pris en charge par d'autres systèmes de coercition, parce que être rejeté dans la rue, c'est aussi une prison, ou effectivement, avec l'administration pénitentiaire. Donc, ils ne sont pas pris en charge. Il y a de moins en moins de lits, il y a de moins en moins de personnel. Alors, est-ce à dire que ceux qui sont victimes de souffrances existentielles, qui sont aussi souvent pris en charge par des psychotropes, puisqu'on fait partie aussi des pays ultra consommateurs de médicaments, oui. Que la prise en charge est complètement, à côté de... Alors après, c'est une question, j'ai envie de dire, idéologique. Personnellement, je considère que la consommation de psychotropes, c'est-à-dire de médicaments qui relèvent de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, etc., est totalement exagérée dans notre société. Je pourrais citer des chiffres assez parlants. A priori, à un moment ou un autre de sa vie, il y a à peu près un quart des Français qui sont considérés comme étant déprimés. Alors, on pourrait beaucoup discuter de la signification de ce terme. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 7 ou 8% des Français qui sont sous antidépresseurs. Donc en fait, donner des médicaments, c'est devenu la facilité, qui peut se comprendre, parce qu'encore une fois, nous vivons et nous acceptons en fait une société où ce qui domine, c'est l'efficacité, la rentabilité, le résultat immédiat. Donc quand je dis trop de gens prennent des médicaments, mais ils le demandent eux-mêmes. Ils demandent eux-mêmes à prendre des médicaments. Donc en fait, nous sommes tous devenus des espèces de cobayes pour l'industrie pharmaceutique. Et ce sont là des médicaments qui sont très intéressants pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc effectivement, non seulement on s'occupe plus des vrais, on s'occupe, je ne vais pas dire des faux, mais en tout cas de ceux qui pourraient mieux vivre, et en plus on leur donne des médicaments. Quel est l'impact de la pathologisation des souffrances psychiques ? Alors, c'est un impact énorme. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la classification au jour d'aujourd'hui la plus répandue dans le monde. Il y a l'OMS a aussi une classification, mais en fait les deux classifications sont dans une espèce de course-poursuite où chacune essaye d'être dominante. Bon, et le DSM est clairement dominant. Effectivement, DSM ça veut dire Diagnosis Statistical Manual. Bon, alors on est à la 5e version. Je crois que ça commence en 52 et on assiste d'abord à une multiplication des entités décrivant la souffrance psychique. Il y en a plus de 500 maintenant. Donc, déjà, 500 façons de pas être bien dans sa tête, ça veut dire que c'est pas évident d'être bien, d'échapper à tout ça. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, ça fait partie d'une universalisation, là c'est moi qui ai du mal à le prononcer, de nos modes de pensée, notre mentalité. Donc, le langage est commun a priori dans le monde entier, ce qui est quand même très violent pour la diversité des cultures. Parce qu'avant, effectivement, ce que nous on appelle maladie mentale n'avait absolument pas toujours le même statut dans des sociétés différentes. Donc, on est dans un mode universel comme d'autres choses, comme le globish, l'anglais dans le monde des affaires. Bon, deuxièmement. Troisièmement, le DSM est défini par une association psychiatrique américaine il y a beaucoup d'études qui ont été faites et ça a été de nombreuses fois dénoncé, qui sont vraiment sous l'emprise des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'en gros, en face de chaque entité, qu'on n'appelle plus maladie mais trouble, ce qui est déjà intéressant parce que le trouble, évidemment, est beaucoup plus flou qu'une maladie, qui a priori est une entité clinique. Donc, il y a plus de 500 troubles différents. Et en face, on peut mettre un médicament. On peut prescrire un médicament. Donc, il y a une espèce de collusion entre l'idéologie du DSM,
qui se veut uniquement descriptive et non explicative. En gros, le DSM au début était très soumis à la psychanalyse et ça a commencé à ne plus être le cas à partir des années 70-80. Et donc, c'est descriptif, c'est pas explicatif, donc beaucoup d'entités et en face, médicaments. Donc, en fait, c'est une classification, là aussi, ça a été vraiment largement étudié, faite par des psychiatres qui habitent aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, qui vivent en ville, qui ont fait les mêmes études, donc qui voient la vie de la même façon ou à peu près, qui ont le même niveau social et culturel, et qui en fait se donnent le droit, mais en même temps tout le monde y participe, de définir pour quasiment le monde entier ce qu'est la normalité et ce qu'est la normalité. Avec, à la clé, pour la normalité, un médicament, un psychotrope. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a une normalisation de l'existence, ce qui fait que c'est tellement, envahissant qu'il est très difficile d'y échapper. L'exemple le plus fameux, c'est que il était question dans la dernière version de n'accorder que 2 mois de, entre guillemets, dépression après la perte de quelqu'un de proche. Au-delà, on tombait dans la pathologie, ou nous tombions dans la pathologie, ce qui est évidemment assez scandaleux. Donc, en fait, c'est toujours une logique consumériste de la souffrance psychique qui se traduit dans notre société par l'utilisation et la banalisation de termes psychiatriques. Moi, en tant que psy, je suis très frappé par le fait que, par exemple, on parle de plus en plus facilement de bipolarité, par exemple. Donc, on sait aussi que plus il y a de spécialistes d'une pathologie, plus la pathologie se développe. Pourquoi ? Parce qu'on nomme, encore une fois, on classifie, et on soigne, c'est-à-dire on donne le sentiment de s'occuper d'eux, mais plus on s'occupe de quelque chose, plus on favorise l'émergence de ce quelque chose. Et c'est, je crois, assez prégnant, assez présent dans notre société par rapport aux troubles psy, par rapport à la souffrance psychique. Donc, il y a quand même des pathologies qui, je peux pas dire qu'ils n'existaient pas, mais qui n'avaient pas le même retentissement, en tout cas, par exemple, au niveau médiatique, qui se développent parce qu'elles sont amplifiées, notamment par les réseaux sociaux, par exemple. Donc, moi, je sais très bien que je vois de plus en plus de gens qui disent « je suis bipolaire parce que j'ai vu une émission sur la bipolarité ». Ou TDAH. Ou le TDAH, ou les troubles de l'identité, etc., etc. Enfin, bon, je veux dire, je trouve que c'est terrible parce que la souffrance est devenue un mode d'être au monde. Un mode d'être au monde. Et la société ne nous propose face à cette souffrance ou propose essentiellement une réponse médicamenteuse. On va dans le mur de ce point de vue-là. Les malades mentaux n'intéressent pas grand monde, sauf bien évidemment leurs proches et les soignants qui s'attachent à maintenir avec eux un lien aussi pertinent que possible. La prise en charge de ces patients est coûteuse, elle exige des locaux et des structures plus ou moins légères, du temps et de l'obstination du personnel formé aux compétences variées. Il est plus facile de s'appuyer sur le seul fait qu'ils prennent des médicaments pour fermer des lieux de soins et supprimer massivement des lits d'hospitalisation. Ce ne sont pas des patients qui peuvent être rapidement et efficacement réintroduits dans les circuits économiques. Le recours massif aux psychotropes est un pis-aller. Ils sont le symptôme de l'impuissance de la médecine à véritablement apporter une réponse durable face à la complexité de la souffrance psychique. Alors Jacques-Antoine Malaverys, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que on a toujours un peu une ambition quand on écrit un livre de faire passer un message. Donc c'est vraiment de façon évidemment très réduite ce que je voudrais faire passer. Je suis pas le seul à faire ce constat, Mais de ce point de vue-là, la psychologie en général et la psychiatrie en particulier
sont tous les deux devenus de plus en plus des éléments de régulation sociale. Des éléments de régulation sociale. C'est-à-dire, ça a en fait une visée de fait qui est d'une certaine façon politique. C'est-à-dire, on va réguler le comportement des gens. Et pour cela, il faut des outils d'analyse, il faut des classifications et il faut des réponses qui, encore une fois, sont immédiates, simples, pas toujours efficaces d'ailleurs, qui s'appellent les médicaments. Alors vous dites dans votre livre que la folie risque dorénavant de devenir un fait essentiellement économique. Oui, mais je crois, encore une fois, économique, mais pas au sens où ça rapporte de l'argent, au sens où ça peut donner beaucoup de travail à beaucoup de gens qui s'occupent du bonheur, plus que des malades mentaux. Hein. C'est-à-dire, il y a une banalisation, encore une fois, des termes, il y a une banalisation de la souffrance psychique, dans une logique à la fois très individualiste, comment faire pour exister en tant qu'individu, et dans une logique consumériste, et dans ce rapprochement, dans le rapprochement de ces deux logiques, de plus en plus, il devient facile, évident, souhaitable d'exister dans la souffrance, et dans la souffrance psychique, ou dans la souffrance relationnelle. Est-ce que vous opposez ça et aussi, ou vous liez ça à une banalisation du bonheur ? Oui, alors le terme bonheur, effectivement, c'est un marché énorme. C'est un marché absolument énorme. A priori, le bonheur, c'est pas un état. C'est pas un état permanent, c'est pas tout le temps, etc., etc. C'est quand même quelque chose qui est conditionné selon chacun, un certain nombre de critères. C'est de temps en temps être heureux. On peut pas toujours être heureux. Et ceux qui vendent un bonheur constant, perpétuel, gratifiant, etc., etc., ça pose un peu problème quand même. C'est pas aussi simple que ça. Évidemment, la vie n'est pas simple. Alors, vous écrivez que plus ces sociétés suscitent de la souffrance et plus elle va la corriger, donc avec des médicaments et des offres d'accompagnement souvent peu pertinentes. Alors, quelles alternatives faudrait-il mettre en place selon vous ? Alors, évidemment, là, je vais être un peu utopiste, mais on a le droit de l'être quand même. Il faudrait quand même radicalement changer nos modes de vie. C'est-à-dire, par exemple, l'urbanisation nous impose, par exemple, le même rythme de vie toute l'année, les mêmes horaires toute l'année, alors que je parlais de bipolarité tout à l'heure, on sait qu'il y a plus de patients et de personnes qui sont considérées, je mets des guillemets, comme bipolaires dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Pourquoi ? Parce que c'est pas le même ensoleillement, par exemple. Autre exemple, ce qu'on appelle les enfants hyperactifs ont droit, c'est moins le cas en France, mais ça l'est bien plus aux États-Unis, ont droit à une molécule qui est bien connue, qui est supposée les aider à être moins hyperactifs, mais ça serait peut-être plus intéressant de réfléchir sur l'espace dont les enfants bénéficient. À l'école, dans la cour de récréation, dans les appartements où ils vivent, etc. Donc en fait, l'hyperactivité est due en partie, pas seulement, mais en partie, au fait que l'enfant ou les enfants vivent dans des espaces beaucoup plus réduits que précédemment. Évidemment, on va parvenir à une société essentiellement rurale comme au début du XXe siècle, mais il faudrait réfléchir sur nos modes de vie, nos modes d'alimentation, etc., etc. Donc, ça supposerait de s'attaquer plutôt aux causes, plutôt que de prendre en charge des effets, encore une fois, dans une logique très consumériste, dont je parlais tout à l'heure, et de changer nos modes de vie. Alors, quels sont les risques d'une surmédication, par exemple, aujourd'hui auprès des enfants, comme dès le plus jeune âge ? Alors, certains laboratoires disent on ne diagnostique pas assez la dépression, y compris chez l'enfant. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants qui peuvent être déprimés, mais encore une fois, quand face à cela, il y a de moins en moins de psychiatres qui, a priori, ont une vision plus sage de la prescription de médicaments, a priori, quand, effectivement, on banalise ce terme, on donne de plus en plus de médicaments, par exemple d'antidépresseurs, aux enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui est fermement sollicité par les laboratoires. Et donc, en fait, on répond aux symptômes, c'est-à-dire au comportement, sans s'occuper vraiment, sans compter que tous les médicaments ont des effets secondaires. Et qu'il y a des médicaments pour corriger les effets secondaires d'un premier médicament. Donc, encore une fois, on est toujours dans cette course en avant vers le consumérisme médicamenteux qui, en fait,
éloigne de la vie, éloigne de l'existence. Puisque, ce que disent les gens qui prennent des psychotropes, certains d'entre eux disent facilement « je suis plus moi-même ». C'est comme s'il y avait une espèce de filtre avec la réalité extérieure, et c'est quand même un problème. Alors, vous écrivez que vous avez appris à relativiser la folie. Comment avez-vous changé votre regard ? Alors, il se trouve qu'effectivement, c'est ce que j'explique, que une des premières choses que j'ai faites, en même temps que je commençais mes études de médecine, c'est que j'ai suivi le séminaire de quelqu'un qui était un peu connu il y a 3 ou 4 ans, je crois, grâce à un film, qui s'appelait Georges Devreux, qui était un ethnologue, qui a introduit l'idée que la maladie mentale, ou ce qu'on appelle la maladie mentale, nous, en Occident, n'avait pas, ou n'a pas dans d'autres cultures, la même appréhension. C'est-à-dire, on ne voit pas le fou de la même façon. Donc, effectivement, il avait une vision très relative de ce qu'il appelait lui-même les modèles d'inconduite, que nous, on appelle folie, et qui, dans des cultures, alors, du temps où l'universalisation n'était pas aussi puissante que maintenant, il y avait des modes d'appréhension de la maladie mentale radicalement différentes de celles de l'Occident. En Afrique, en Extrême-Orient, en Asie, etc., etc. Donc, en fait, la maladie mentale, ou la façon de se comporter quand on n'est pas bien dans sa tête, si je le dis de façon très générale, la façon de se comporter quand on n'est pas bien dans sa tête pour diverses raisons, prend des aspects, ou prenait des aspects différents suivant les cultures. Et on a perdu, ou on est en train de perdre, cette diversité. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant ou ailleurs, c'est nécessairement mieux, mais c'est différent. Et pour le moins, l'analyse qu'on peut faire, c'est que nous sommes en train, au niveau universel, d'avoir le même mode d'appréhension de ce qu'on appelle la maladie mentale. Donc ça, c'est totalement uniforme. C'est en train de s'installer comme étant une règle qui devient générale. Et donc on s'éloigne d'une autre appréhension. Par exemple, il y avait des peuplades, des cultures où le chaman, qui était réputé être en lien avec les dieux, pour nous, on peut le voir comme ça aussi, dans notre vision très centrée sur la vision occidentale, pour nous, le chaman pourrait être considéré comme un fou. Ou la Pythie, qui était à Delphes, pouvait être considérée comme une hystérique, etc., etc. Donc on a tendance à appliquer à d'autres cultures nos modes de lecture. Alors que dans ces cultures, le mode de lecture était radicalement différent et que souvent, pas toujours, ce que nous on appelle le fou était intégré et avait une valeur qui faisait qu'il n'était pas enfermé dans un hôpital ou dans une camisole chimique. Donc cette relativité, il se trouve que je l'ai appris dans les années 70 avec Georges Devreux. Comment êtes-vous devenu médecin psychiatre ? Pourquoi avoir choisi cette vocation ? J'ai envie de dire une mauvaise réponse serait par défaut, c'est-à-dire pour ne pas faire autre chose. Parce que, pour diverses raisons, il se trouve que je n'avais pas envie de m'enfermer dans une salle d'opération ou voir toujours les mêmes patients. Je pense que j'avais une vision, comme c'était le cas à une époque où il y avait quelque chose qui s'appelait l'antipsychiatrie. Donc le paradoxe, c'est que j'étais très influencé par l'antipsychiatrie à la fin des années 60 et 70, et que ça m'a amené à être psychiatre. Parce que précisément l'antipsychiatrie, je vois que vous froncez. Oui, qu'est-ce que c'est ? Vous ne savez pas ce que c'est ? Non. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal. Antipsychiatrie, en gros, rejeter sur la société, un peu, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, la cause de la maladie mentale. Et donc rejeter la psychiatrie en tant que telle. Bon. Alors, ce sont des auteurs comme Laing, Cooper, Basaglia. Je me souviens, il y a eu à un moment en Italie une coalition politique qui a fait qu'on a supprimé tous les hôpitaux psychiatriques en Italie. C'était extraordinaire. On a supprimé les hôpitaux psychiatriques. À l'origine, c'était Basaglia. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps parce qu'on s'est quand même rendu compte que ça posait problème. Donc en fait, étant donné ma génération, était très influencé par une vision
littéraire, voire philosophique, de la maladie mentale. Alors, le grand classique, c'est Antonin Artaud, c'est Camille Claudel, etc., etc. Donc, je suis plutôt resté là-dedans, bien qu'étant psychiatre. C'est-à-dire, je ne pouvais pas refuser la psychiatrie puisqu'il faut bien faire quelque chose. Quand on fait des études de médecine, il y a un moment, il faut se déterminer. Je me suis déterminé très vite, mais l'influence a été, paradoxalement, de suivre l'antipsychiatrie pour devenir psychiatre. Et c'est ce qui fait que... Alors, je pourrais vous donner un autre niveau de réponse. J'ai fait de la psychiatrie pour ne pas faire de la psychanalyse. Parce que ça me semblait un peu trop normé, un peu trop inféodé au texte, etc., etc. Donc, c'est aussi ce qui m'a fait devenir psychiatre. Et plus loin encore, si je continue à vous répondre, j'ai fait ce qu'on appelle l'approche systémique, c'est-à-dire je travaille peu avec des individus, mais essentiellement avec des couples et des familles pour prendre en compte justement la dimension culturelle, c'est pas évidemment à l'échelle d'un pays, mais la dimension culturelle de la souffrance psychique. Donc, par défaut, influencé par une vision très relativiste de la maladie mentale, ce qui s'est traduit pour moi pragmatiquement par le fait de travailler surtout avec le contexte du patient, l'approche systémique qui vient des États-Unis, dans les années 40 et 50. Alors, vous citiez plusieurs ouvrages tout à l'heure. Quel livre a bouleversé votre pratique ou votre compréhension du monde, s'il y en avait un ? Dans cette logique-là, par rapport à l'approche systémique, ce sont les livres d'un monsieur qui s'appelait Gregory Bateson et de quelqu'un de plus connu qui s'appelle Paul Watzlawick, qui sont des personnes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle généralement l'école de Palo Alto. Donc, ces livres-là m'ont beaucoup influencé. Puis en plus, quand j'ai commencé à travailler dans les années 70, 80, c'était loin d'être le mainstream, pour reprendre un terme anglais, en psychothérapie. Donc ça m'a intéressé parce que c'était différent. En quoi croyez-vous ? D'abord, encore une fois, je crois que la maladie mentale existe. Je crois que il faut se donner les moyens de s'occuper de ces personnes. Il faut... après, je vais utiliser un terme qu'on peut facilement utiliser, mais je pense qu'il faut lui donner un contenu en une dimension humaine de l'approche de la souffrance psychique. Et pour moi, la dimension humaine, c'est autant que possible d'avoir un abord multifactoriel, c'est-à-dire de considérer aussi bien, comme je viens de le dire, des facteurs culturels que des facteurs individuels, que des facteurs génétiques, etc., etc. Donc en fait, d'être autant que possible dans la globalité de la situation de quelqu'un, et non pas de le voir uniquement comme un cerveau dans lequel il se passe des choses au niveau moléculaire, etc., etc., ou de le voir uniquement comme quelqu'un qui a vécu des traumatismes au cours de son enfance, par exemple. Donc, c'est la globalité qui me paraît intéressante. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire dans mon travail, en tant que psy, c'est la diversité. J'ai l'habitude de dire de façon un peu provocante, c'est quand même extraordinaire l'inventivité de l'être humain pour, excusez-moi, pour se mettre dans la merde et y rester. Je trouve que c'est extraordinaire. Et de façon très paradoxale, c'est-à-dire, je parlais d'approche systémique, une des bases de l'approche systémique, c'est de considérer qu'un problème est également une solution. Donc, ça complexifie la vie, mais je pense que la vie est complexe. Et donc, ce que je trouve très inspirant, c'est d'essayer de décoder ce paradoxe, en quoi le problème de quelqu'un est également une solution pour cette personne. C'est ce qui fait que ce quelqu'un, en tout cas c'est assez évident en psy, va avoir une attitude, là encore paradoxale, qui est faites quelque chose, mais ne touchez à rien. C'est vraiment ce que je perçois. Alors évidemment, c'est une croyance, bien évidemment, mais qui m'inspire, parce que c'est la complexité de l'être humain, et cette complexité fait que nous sommes tous très ambigus vis-à-vis de la souffrance. Nous la rejetons, nous en souffrons, bien évidemment, mais elle nous arrange également. Et les niveaux, ces deux niveaux logiques, sont très différents les uns des autres. Et cette inventivité, encore une fois, je reprends votre terme, m'émeut vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? C'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire effectivement la banalisation et la consommation de la souffrance psychique en tant qu'élément d'identité, quoi. C'est-à-dire j'existe parce que je souffre. Ça me paraît pas terrible quand même d'être dans cette logique-là. Je pense que, alors sans aller
À l'inverse, dans un excès où on pourrait être tout le temps heureux, etc., etc. Donc, encore une fois, ce sont des moments, faut se battre, etc., etc. Mais se définir ou exister dans la souffrance, je trouve ça assez effrayant quand même. Mais encore une fois, je crois que la société qui, j'ai envie de dire, elle fait le service et le service après-vente. C'est-à-dire, la société est maltraitante, nos conditions de vie sont maltraitantes, mais en même temps, la société nous propose des solutions à cette maltraitance, à la souffrance qui est induite par cette maltraitance. Et, encore une fois, ce qui m'effraie, c'est que ces solutions sont essentiellement médicamenteuses. Donc, c'est comme si elle faisait le service, en l'occurrence générer de la souffrance, et l'après-vente, c'est-à-dire par exemple, je me souviens de cet exemple où, au cours des fêtes de fin d'année, dans les grands magasins, on propose aux caissières des massages au moment de leur pause pour les soulager de leur souffrance parce que elles ont mal dans le cou, dans le dos, etc., parce qu'elles ont beaucoup de travail à ce moment-là. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc où je vous aide à souffrir, mais en même temps, je vous aide à corriger votre souffrance. Donc là, il y a quand même une boucle qui se referme et qui est assez pauvre quand même, très pauvre. Qu'est-ce qui vous indigne ? Ça, par exemple, je trouve que c'est... Alors, ce qui m'indigne, je vous réponds plus précisément, c'est qu'on ne cesse de dire qu'il faudrait que les gens prennent conscience d'eux. Mais je crois que la prise de conscience ne suffit pas, loin de là. Nous avons tous conscience, par exemple, des effets sur le climat de notre activité humaine. On en a tous conscience. On a toutes les informations qui sont extraordinairement disponibles, même depuis René Dumont dans les années 70. Mais la prise de conscience ne suffit pas. Par contre, la prise de conscience donne bonne conscience. C'est ça que je trouve assez... C'est-à-dire, on va pas plus loin. Il faut agir. Autrement, ça sert à rien d'avoir conscience d'eux. Donc, la difficulté, c'est l'action. C'est pas la prise de conscience. Et comment on passe de la conscience à l'action ? Malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'il y a toute une littérature là-dessus, c'est que on pense que la catastrophe n'existe pas, ou ne va pas exister, ou qu'elle est pour ailleurs, ou pour plus loin, et on n'agit que dans la catastrophe. Enfin, il y a des philosophes qui ont écrit là-dessus, sur précisément ce qu'est la catastrophe. Et la catastrophe n'existe pas tant qu'elle n'est pas là. Donc c'est un peu mal foutu au niveau de notre appréhension de la réalité. On est mal barré alors. On est mal barré. Oui, je crois qu'on est mal barré parce que les pandémies étaient parfaitement prévisibles. Il y en aura sûrement d'autres, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? C'est votre sourire, par exemple, si vous le permettez. Oui. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? Oula, alors, que vous vous dites pour vous faire du bien ? Je dis souvent « on les aura ». Je ne sais pas qui. Et un jour, j'ai appris que c'est ce que disait souvent Pétain. Lorsqu'il présidait un repas à Vichy, et tous ses collaborateurs se donnaient des grands coups de coude dans les côtes en disant « quel grand résistant ». Bon, mais le mantra m'est resté, donc il est un peu pourri, quoi, mais... mais bon, je crois que, qu'il faut être, comme on dit souvent, banalement, résolument optimiste, quoi, malgré. Eh bien, merci, Jacques-Antoine. Alors, combien de temps encore continuerons-nous de répertorier les symptômes et d'apporter une réponse trop souvent médicamenteuse pour soigner des troubles psychiques parfois complexes ? Et pour combien de temps encore notre société, usante psychiquement, niera-t-elle sa part de folie ? Jean-Paul Sartre disait qu'il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. J'ajouterais, encore faut-il comprendre que les ténèbres font partie de nous et qu'à force de détourner notre regard d'elles, nous ne leur donnons que plus d'espace et de force pour se déployer. Voilà, je vous donne rendez-vous sur blueminyou.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.